Bon, Lucien Aimé-Blanc, vous venez d'écrire un livre intitulé L'indic et le commissaire. Ça vous inspire quoi, cette histoire? Vous avez une parole libre, vous allez pouvoir nous le dire, vous. Les douanes travaillaient pas de la même façon que nous-mêmes. Quand vous étiez à l'Office de répression du banditisme ou à la brigade des stupes? Voilà, à l'époque, si vous voulez, on n'immatriculait pas les informateurs. Donc il n'y avait aucune preuve qu'ils avaient travaillé pour le service qui les manipulait. Et si vous voulez, les contacts étaient des contacts qui étaient à un niveau intermédiaire. C'était un chef de service ou un commissaire adjoint qui manipulait, si j'ose dire, l'informateur. Il est évident que s'il y avait un incident, le problème retombait sur l'officier traitant. Ça n'allait pas plus haut, la hiérarchie ne s'impliquait pas. Alors aujourd'hui, bon, je ne sais pas ce qu'a fait Fievé, je ne connais pas son affaire. D'après ce que je vois, il était au-delà du rôle d'un informateur. C'était un agent infiltré. Absolument. Et ce qui me semble un peu anormal, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, on le laisse tomber. Si vous voulez mon opinion, je ne pense pas que la hiérarchie des douanes à l'heure actuelle prenne en compte le problème de Fievé. Et envie de revenir sur cette affaire? Non, je ne pense pas. On va parler plus globalement des informateurs, puisque c'est le terme que vous employez. On dit aussi indic, parfois. Comment est-ce qu'on recrute un indic ou un informateur? Un indic, si vous voulez, on le recrute de plusieurs façons. D'abord, s'il a des problèmes judiciaires et qu'on est en face dans le bureau et qu'on peut éviter ces problèmes judiciaires. Quand il est en position de faiblesse. Voilà, en position de faiblesse, il y a une collaboration qui peut s'instaurer. Et puis, il y a des gens qui sont viscéralement informateurs. Ça leur plaît. Ils ont l'impression de participer à une aventure avec un policier, s'ils ont confiance au policier. Et puis, ils cherchent toujours un intérêt, soit pour éliminer un rival, soit pour avoir une prime, soit pour couvrir une partie de leur trafic. Alors, vous racontez notamment votre bataille contre la French Connection. Là, on était en plein trafic de stupéfiants à très haut niveau. Absolument. Et ils ont été très utiles, par exemple, dans cette affaire. Ah ben absolument, indispensable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez trouvé, vous, à ce moment-là, un informateur? Racontez-nous un peu. On avait trouvé un informateur qui était... Lui, il s'était présenté à nous, il avait l'idée derrière la tête. Bien sûr, c'était un escroc qui avait vécu en prison avec des gros trafiquants marseillais. Et puis, comme il était bien baratineur et il était escroc, il avait fait croire qu'il avait un contact aux États-Unis et au Canada. Il n'en avait pas. Et qu'il pouvait assumer des parcours de douane sans difficulté. Alors, il est venu nous voir. On l'a trouvé intéressant. On a marché avec lui. On a présenté aux Américains, aux Canadiens, qui ont suivi, bien sûr. Et on a fait un premier transport de 20 kilos. Moi, je l'accompagnais à Orly pour passer la cam à travers les filtres de la PAF, qui était prévenue, bien sûr. Quand la drogue arrivait aux États-Unis, elle était revendue. Et lui revenait avec l'argent qu'on couvrait également. On couvrait le retour de l'argent. Les trafiquants étaient payés, les Marseillais étaient payés. Champagne au Claridge, très content. Et puis, à la finale, si vous voulez, on a attendu qu'on l'a crédibilisé. Et puis un jour, il est parti avec 40 kilos. Et là, on avait toutes les preuves. On a arrêté tout le réseau. On a fait tomber le réseau. C'est ça qu'il faut dire. Mais on avait fait avant, si vous voulez, on avait quand même expédié une vingtaine de kilos d'héroïne aux États-Unis pour le crédibiliser. Et évidemment, cette héroïne a terminé dans les rues de New York. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que ça porte ses fruits. Ça a apporté ses fruits aussi dans la traque de l'ennemi public numéro 1 à l'époque, Jacques Messrine, ou Jacques Mérine d'ailleurs, hein, ça dépend. Je crois que la famille dit Jacques Mérine. Et vous avez vous-même, à l'époque, vous cherché un homme qui pouvait vraiment vous donner des informations très précises. À la suite de plusieurs contacts, j'ai réussi à trouver quelqu'un en prison qui était en mesure de fournir le nom du complice de Messrine, ce qui nous importait, puisque à partir de l'instant où on avait localisé le complice, on avait automatiquement au bout du fusil Messrine, au bout du fusil, si j'ose dire. Mais là, la justice nous a aidés. À l'époque, c'était pratiquement une affaire très suivie à haut niveau de l'État, et la justice nous a aidés. C'est le ministère de la Justice qui a fait sortir ce garçon de prison qui était en préventive. Et je crois que le dossier a disparu. Il avait tenté de casser une bijouterie, il n'est jamais passé au tribunal. C'est bizarre, on n'a jamais retrouvé le dossier. Non, le dossier a disparu. Et lui aussi, d'ailleurs. Mais il est évident que si, quelques années après, il avait refait un forfait quelconque... Il n'y aurait pas eu d'ardoise magique, là. Là, il n'y aurait pas eu d'ardoise magique. Évidemment, il n'aurait pas hésité à balancer sa coopération utile de l'époque, mais il n'y aurait pas eu d'ardoise magique.
Alors Gérard Schoen, on va revenir sur la manière dont on peut utiliser les aviseurs des douanes aujourd'hui, notamment dans le trafic de stupéfiants. En préparant cette émission, vous disiez en fait c'est beaucoup moins utile parce que le trafic a énormément évolué. Il ne fonctionne plus du tout de la même manière. Oui, c'est assez surprenant parce que lorsque l'on se réfère à ce qui se passait il y a une dizaine d'années, les importations se faisaient par gros volume. Et il n'était pas rare de saisir, je regardais les statistiques, 16 tonnes au Pertus, 10 tonnes à Beriatou, 20 tonnes même, c'était des saisies maximales. C'était quand même pas mal. C'était considérable. Cette année, au cours des 6 premiers mois, les quantités les plus importantes oscillent autour d'une tonne. Et ce ne sont que 5 saisies. On a l'impression que ce ne sont plus des organisations très structurées et très intégrées qui commettent ce trafic, mais qu'il y a une atomisation, une grande multiplicité de petites organisations qui vont s'approvisionner et qui remontent les produits. Donc, effectivement, on doit les intercepter d'une autre manière. Alors, vers quelle méthode vous vous réorientez? Vers la technologie? Alors, la technologie, bien sûr, les écoutes téléphoniques, mais surtout la technique du ciblage, la technique de l'analyse de risque. C'est-à-dire que quand on voit passer un véhicule à la frontière, on examine si le risque, au sens statistique du terme, de découvrir des produits stupéfiants ou des contrefaçons ou des viandes avariées est élevé. Mais comment vous l'analysez? Alors nous avons 18 critères de risque et plus il y a des critères qui sont satisfaits, c'est très scientifique. On décide de faire un contrôle parce qu'on ne peut pas arrêter impunément quelqu'un, bloquer un camion, le décharger, ce qui représente tout de même une contrainte pour le transporteur, sans avoir des critères. Je peux vous demander quels sont ces critères ou c'est secret défense? Vous voulez réorienter votre carrière et vous lancer dans du trafic? Non, franchement, non. Alors écoutez, je ne vais pas vous tenter, on va en rester là. Même pas un seul? Même pas un de vos auditeurs. Bon, d'accord. Dernière question à vous, Lucien Aimé-Blanc. Vous nous avez dit avoir beaucoup travaillé avec les États-Unis notamment. C'est pas du tout la même chose aux États-Unis. Il y a des agents infiltrés, c'est connu, tout le monde le sait. Ils ont une vraie capacité à travailler comme ça. En France, on n'a pas la même culture. Vous le regrettez qu'on n'ait pas la même culture? C'est dommage, oui. Nous, on reste dans nos méthodes quelque peu archaïques, mais parfois efficaces. Mais le problème, il faut... Vous pensez par exemple que les agents ou plutôt des policiers infiltrés, ça pourrait très bien marcher? Ça marche bien aux États-Unis? Oui, ici, ça ne marche pas. Non. Ici, ça ne marche pas parce que ce n'est pas dans la culture. Et d'abord, le policier ne serait pas couvert par les magistrats. Vous savez, entre la police et les magistrats, il y a un fossé très large au niveau culturel. Et les magistrats, je les comprends très bien, n'admettent pas le contact avec les indiques parce que c'est toujours suspect. Et puis d'autre part, un indique, c'est un inégal. Alors, lorsqu'un indique est arrêté et dans une mauvaise situation, il ne reste plus que le commissaire principal ou divisionnaire qui le manipule, qui peut essayer de le sortir de là, mais il ne faut pas compter sur la hiérarchie. La hiérarchie, c'est bien quand tout va bien. Et quand ça va mal, on dit vous êtes allé trop loin. Justement, les résultats ne comptent plus à ce moment-là. Voilà, justement, on vous dit que vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé vraiment au-delà des frontières de la légalité. Absolument, parfois. Pour, je ne le regrette pas, je n'ai pas d'état d'âme. Voilà, vous ne le regrettez pas. Mais le problème, il ne faut pas se faire prendre. Est-ce que vous ne pensez pas que les flics d'aujourd'hui, ou les grands flics d'aujourd'hui, on va dire, sont beaucoup plus dans les cadres que vous? Peut-être, c'est beaucoup plus difficile pour eux, parce que ça a été plus formaté, si vous voulez, maintenant, les règles sont différentes, il y a moins de souplesse. Les magistrats ont plus d'emprise sur la police. À l'époque, les vieux magistrats, si vous voulez, c'était les magistrats d'une autre génération. Le syndicat de la magistrature n'existait pas. Ils estimaient que la police était sale. Alors, on a mené un dossier. Si le dossier tenait la route, ils prenaient. Mais ils n'allaient pas voir ce que fait la police. Maintenant, les magistrats veulent diriger la police. À partir de cet instant-là, il est évident qu'on est obligé de se plier aux méthodes des magistrats. Qui, ceci dit, n'hésite pas à multiplier des écoutes téléphoniques pour pas grand-chose, d'ailleurs, parce que c'est habituel, maintenant, on écoute tout le monde. Merci en tout cas, Lucien Aimé-Blanc et Gérard Schoen, d'être revenus sur le plateau de Pièces à conviction.